Venezuela, terre de lutte, de gloire, de rêve et aussi de profondes cicatrices. Un pays qui a été le berceau de libérateurs, mais aussi victime de trahison, d'inégalités, de crises qui ont forcé des millions de personnes à partir, laissant derrière elles leur maison, leur famille et leur histoire. Mais ceci n'est pas seulement une histoire de souffrance. C'est l'histoire d'un peuple qui n'a jamais baissé les bras. Car comprendre l'histoire du Venezuela, ce n'est pas regarder le passé, c'est comprendre que si nous avons pu nous relever, nous libérer et renaître, alors aujourd'hui aussi, nous en sommes capables. Restez jusqu'au bout, car c'est l'histoire de tous ceux qui ont rêvé de voir le Venezuela se relever. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, car ici, nous racontons l'histoire comme personne d'autre ne le fait. Laissez-moi un commentaire ci-dessous. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier d'être vénézuélien? En commentant et en vous abonnant, vous contribuez à ce que cette vidéo touche davantage de personnes qui, comme vous, aiment leur histoire, leur terre et leurs racines. Ensemble, nous ferons en sorte que notre histoire ne soit jamais oubliée. Les premiers habitants du Venezuela, bien avant que ce soit le Venezuela, avant même que quiconque n'imagine le mot Venezuela, bien avant l'arrivée des navires européens, ces terres avaient déjà des propriétaires. Oui, elles étaient habitées par des peuples autochtones, qui connaissaient chaque recoin des rivières, des montagnes, des plages et des jungles. Ils vivaient ici depuis des millénaires, bien avant le début de l'histoire écrite. Imaginez un instant ces terres vierges, des jungles luxuriantes, des rivières apparemment sans fin, des plaines à perte de vue et une mer des Caraïbes aux eaux cristallines et grouillantes de vie. Au cœur de ce paradis vivaient des peuples autochtones divers, chacun avec ses coutumes, sa langue et sa façon d'appréhender le monde. Les Arawaks, par exemple, étaient d'excellents navigateurs. Ils maîtrisaient les routes des Caraïbes et les embouchures des rivières, voyageant dans des pirogues parfaitement construites. Ils savaient où trouver le meilleur poisson, lire les vents et vivaient en harmonie avec la mer et la côte. De l'autre côté, il y avait les redoutables Caraïbes, de braves guerriers connus pour leur combativité et leur capacité à défendre leur territoire. Ils détestaient l'invasion de leurs terres et étaient réputés dans toute la région pour leur férocité au combat. Dans la partie occidentale des Andes vénézuéliennes, au cœur des montagnes froides et magnifiques, vivaient les Timotocuica, probablement le groupe le plus avancé en termes d'organisation sociale et d'agriculture. Ils construisaient des terrasses dans les montagnes, où ils cultivaient du maïs, des pommes de terre, du manioc et d'autres cultures. Ils tissaient et fabriquaient également de la poterie et disposaient d'un réseau routier reliant leurs villages. Chacun de ces peuples entretenait une relation sacrée avec la nature. Ils considéraient la terre non seulement comme un lieu de vie, mais aussi comme un être vivant à respecter. Les rivières n'étaient pas que de l'eau, elles étaient des esprits. Les montagnes étaient des gardiennes. Les animaux étaient des frères. Leur vie n'était pas facile, mais ils étaient parfaitement adaptés à leur environnement. Les habitants de la jungle savaient chasser avec des sarbacanes en bois et des fléchettes empoisonnées. Ceux de la côte construisaient des habitations sur pilotis pour se protéger des marées, et ceux des plaines étaient experts dans l'exploration des vastes plaines. Il estime qu'à l'arrivée des Européens, il y avait plus de 500 000 habitants autochtones répartis dans des centaines de communautés, du delta de l'Orénoque aux Andes, en passant par les Llanos, la côte Caraïbe, le lac Maracaibo et la Guyane. Mais ils n'étaient pas un seul peuple. Ils étaient nombreux, avec des différences culturelles, mais tous unis par un point commun, un profond respect pour la terre, pour leurs ancêtres et pour la vie en communauté. Ce qu'ils ignoraient, c'est que très bientôt, leur vie allait changer à jamais. De l'autre côté de l'océan, des hommes s'approchèrent, vêtus d'étranges vêtements à la peau pâle, transportant de grands navires et animés d'un désir irrépressible de découvrir, de conquérir et de changer l'histoire de ces terres à jamais. Et c'est là que commence le prochain chapitre de cette histoire passionnante. 1498, lorsque Christophe Colomb a aperçu le Venezuela,
Imaginez un instant le bruit du vent s'écrasant sur les voiles de 3 navires, le craquement du bois, l'odeur de sel et d'humidité, et le regard inquiet des marins qui naviguaient depuis des semaines sur un océan immense et inconnu. C'était en 1498, et cet homme, dont le nom résonnait déjà dans toute l'Europe, Christophe Colomb, effectuait son 3e voyage vers ce qu'il croyait être les Indes. Mais cette fois, le destin lui réservait une surprise, une terre totalement nouvelle et fascinante, la côte de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Venezuela. Colomb n'est pas arrivé au Venezuela par hasard. Lors de ses 2 précédents voyages, il avait exploré des îles des Caraïbes comme Hispaniola, aujourd'hui Haïti et la République dominicaine, et Cuba. Cependant, lors de ce 3e voyage, il décida de se diriger plus au sud, à la recherche de nouvelles routes et de nouvelles richesses. Ainsi, après avoir traversé l'Atlantique avec 3 caravelles, il vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Un delta gigantesque, avec des rivières semblables à des branches d'arbres s'étendant vers la mer. C'était l'imposant delta de l'Orénoque. Ses eaux douces se heurtaient aux eaux salées de la mer, créant un spectacle d'écume et de courants qui stupéfia tout le monde. Colomb fut émerveillé. Ce paysage était très différent des îles qu'il avait vues auparavant. Dans ses écrits, il avoua qu'il ne s'agissait pas d'une simple île, mais d'un continent, une terre solide, vaste et inconnue. Dans son journal, il a écrit quelque chose qui nous permet aujourd'hui de comprendre à quoi ressemblait cette première rencontre. Il me semble que cette terre est si vaste qu'elle ne peut pas être une île, mais un autre continent. Et il n'avait pas tort. En s'approchant, ils virent de vastes plages, des forêts luxuriantes et des groupes d'indigènes qui, depuis leur canoë, observaient avec le même mélange de curiosité et de peur ces hommes étranges, à la peau pâle et aux vêtements qui brillaient au soleil. La rencontre fut brève, mais significative. Colomb explora une partie du golfe de Paria, où il fut émerveillé par le goût de l'eau de mer, qui, incroyablement, était douce grâce à la force des rivières qui y coulaient. Les marins ne comprenaient pas comment cela était possible. Il découvrit également un fruit qui, selon les historiens, retint particulièrement son attention, le fruit à pain et le coton. Il remarqua également que les autochtones portèrent des ornements de perles autour du cou et des oreilles. Ces perles devinrent plus tard l'un des premiers objets d'exploitation européenne dans la région de Margarita. Cependant, il ne s'agissait pas encore d'un débarquement pour fonder des villes ou coloniser. Il s'agissait d'un premier contact, d'une reconnaissance. Colomb était malade, épuisé, et ses navires avaient besoin de réparation. Il reprit bientôt son voyage, mais avec une certitude gravée dans son esprit. Il avait découvert un monde nouveau, complètement différent de ce qu'ils avaient imaginé en Europe. Cet instant, bien que bref, marqua le début d'un changement irréversible dans l'histoire du Venezuela et de toute l'Amérique. Car à partir de ce moment, la nouvelle de ces terres commença à parvenir aux oreilles des rois, des aventuriers, des marchands et des conquistadors qui, poussés par l'ambition, la foi et le désir de gloire, allaient bientôt jeter leur dévolu sur ce coin du monde. Et c'est ici, là où cette étape se termine, que commence la prochaine grande aventure, l'origine du nom Venezuela et l'arrivée de ceux qui allaient changer ces terres à jamais. 3. L'origine du nom Venezuela. Quelques années seulement après cette première observation par Christophe Colomb en 1498, de nouvelles expéditions commencèrent à arriver d'Europe, cette fois avec un objectif beaucoup plus clair: explorer, conquérir et cartographier ces terres mystérieuses qui étaient si prometteuses. C'était en 1499, lorsque 2 hommes décidèrent d'embarquer pour une nouvelle expédition le long des côtes septentrionales de l'Amérique du Sud. Il s'agissait d'Alonso de Ojeda, un audacieux navigateur espagnol, et d'un jeune cartographe et explorateur d'origine florentine nommé Amerigo Vespucci, celui-là même qui allait donner naissance au continent. L'Amérique. Imaginez la scène.
Des bateaux avançant lentement le long de la côte, des marins scrutant l'horizon, attentifs à chaque détail, alors qu'ils s'approchaient du majestueux lac Maracaibo, un lieu immense où l'eau semblait infinie et le ciel se reflétait comme un miroir. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont tombés sur quelque chose qui les a complètement fascinés. Et pourquoi ne pas le dire, déconcertés. Devant eux, au-dessus des eaux du lac, se dressaient de petites maisons construites sur pilotis de bois, surélevées par des planches et des passerelles. Ces maisons avaient été construites par les peuples autochtones de la région, notamment les Agnous, experts dans l'art de vivre et de se déplacer en milieu lacustre. Aux yeux des Européens, l'image semblait étrange, exotique, mais aussi familière, à tel point qu'Amerigo Vespucci ne put s'empêcher de faire immédiatement une comparaison avec une ville qu'il connaissait bien, Venise, la célèbre cité italienne construite sur des canaux. Selon les chroniqueurs, c'est alors que l'un d'eux s'écria « On dirait une petite Venise ». En italien, on l'appelle Veneziola, et les Espagnols l'ont rapidement adapté à leur langue sous le nom de Venezuela, qui signifie littéralement Petite Venise. Et c'est ainsi que, presque comme un commentaire désinvolte, le nom que cette terre porterait à jamais est né, Venezuela. Mais bien sûr, ce n'était pas qu'un baptême. Dès lors, les Européens commencèrent à cartographier ces terres sous ce nom, et leurs ambitions grandirent. Ce qui n'était au départ qu'une curieuse comparaison architecturale devint l'identité officielle d'un territoire entier qui restait encore à explorer, à conquérir et à transformer. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, les explorateurs n'avaient pas pleinement conscience de l'immensité et de la richesse de ce lieu. Pour eux, ces petites maisons sur l'eau n'étaient que la porte d'entrée vers un monde inconnu. Peu à peu, ils longèrent la côte Caraïbe, découvrant baies, îles, rivières et montagnes. Chaque nouveau lieu était noté sur leur carte et chaque rencontre avec les peuples autochtones apportait de nouvelles surprises, tant culturelles que matérielles. Cependant, ce qui a commencé comme un voyage d'exploration allait bientôt se transformer en quelque chose de beaucoup plus profond et, pour les peuples autochtones, en quelque chose de beaucoup plus douloureux, le début de la colonisation. Les Européens revinrent en Espagne, porteurs de perles, d'or, de ressources naturelles abondantes et de terres fertiles. Comme prévu, cela attisa l'ambition de la couronne espagnole et de nombreux aventuriers qui, dès lors, jetèrent leur dévolu sur cette petite Venise. L'histoire qui suit est celle des premières colonies, de la résistance des peuples indigènes et du début d'une période qui allait changer à jamais le destin du Venezuela. 4. La colonisation et les premiers établissements. Après ces premiers voyages d'exploration, où Alonso de Ojeda et Amerigo Vespucci nommèrent ces terres Venezuela, des vagues de conquistadors, d'aventuriers et de colons européens commencèrent bientôt à arriver, tous attirés par les récits de terres riches, pleines de ressources, et bien sûr par l'ambition sans limite qui dominait l'Europe à cette époque. Mais bien sûr, ce n'était pas aussi facile qu'ils l'imaginaient. Les terres vénézuéliennes n'étaient pas un espace vide, loin de là. Des centaines d'autochtones y vivaient, connaissant chaque recoin de leur territoire et refusant de céder leur foyer sans résistance. Malgré cela, les Espagnols commencèrent peu à peu à établir leur première colonie. La première ville fondée sur le continent américain fut Cumaná, située au Venezuela en 1515, à l'est du pays, sur les rives de la mer des Caraïbes. Cette ville fut le théâtre de l'une des premières expériences d'évangélisation et de colonisation permanente en Amérique du Sud. Cumaná, cependant, ne fut pas fondée une seule fois, mais plusieurs fois. Les rébellions constantes des peuples autochtones poussèrent les Européens à la construire et les autochtones à la détruire, à maintes reprises. C'était un signe clair que les peuples autochtones n'étaient pas prêts à abandonner si facilement. De là, les Espagnols commencèrent à s'étendre sur tout le territoire. En 1527, ils fondèrent Santa Ana de Coro, qui devint la première capitale de la province du Venezuela. D'autres villes importantes suivirent plus tard, comme Caracas, 1567,
Maracaibo, 1574, Barquisimeto, Mérida, Trujillo et bien d'autres. Mais que cherchaient vraiment les Espagnols ici? Eh bien, comme dans presque toute l'Amérique, leur premier objectif était l'or, une richesse rapide. Cependant, ils se rendirent vite compte que le Venezuela ne disposait pas des grandes mines de métaux précieux que l'on trouve au Mexique ou au Pérou. Ils commencèrent donc à se concentrer sur d'autres ressources précieuses. Les perles de l'île Margarita, exploitées sans relâche depuis des décennies, épuisant presque entièrement les parcs à huîtres naturels. Plus tard, ils découvrirent que le véritable trésor de ces terres résidait dans leur sol fertile. L'économie coloniale vénézuélienne commença à s'appuyer sur l'agriculture et l'élevage, notamment sur la culture du cacao, qui allait bientôt devenir le produit phare et la marchandise la plus convoitée sur les marchés européens. Mais cette croissance ne profitait pas à tout le monde. Tandis que les élites coloniales, les péninsulaires nés en Espagne et les créoles, enfants d'Espagnols nés aux Amériques, accumulaient terres, richesses et pouvoir, la situation des peuples autochtones était absolument tragique. De nombreux autochtones furent contraints de travailler dans des conditions cruelles, comme l'encomienda, où les Espagnols enrôlaient des groupes d'autochtones pour les exploiter en échange, soi-disant, de leur évangélisation et de leur protection. La réalité cependant fut bien différente. Longues heures de travail, châtiments, maladies importées d'Europe, tout cela décima gravement les populations autochtones. Et ce n'est pas tout. Avec le déclin dramatique de la population indigène dû aux maladies, aux abus et à la guerre, un autre chapitre tout aussi sombre s'ouvrit. La traite négrière africaine. Des milliers de personnes furent déracinées de leurs terres africaines et amenées de force au Venezuela pour travailler dans les plantations de cacao, de tabac et de coton, ainsi que dans l'extraction de perles. Ainsi, peu à peu, une société profondément inégalitaire s'est constituée. Au sommet se trouvaient les Espagnols de la péninsule, puis les Créoles, puis les Métis, les Mulâtres et les Zambos, et à la base, les indigènes et les afrodescendants réduits en esclavage. Cette structure sociale rigide allait semer les germes de futurs conflits et luttes pour la liberté. Pendant ce temps, frères et missionnaires, principalement franciscains, dominicains et capucins, tentèrent d'apporter le christianisme aux peuples autochtones. Certains le firent pacifiquement, en fondant des missions et en apprenant les langues locales. D'autres, malheureusement, imposèrent la religion par le feu et l'épée. Au cours des XVIe et XVIIe siècles, le paysage vénézuélien a radicalement changé. Des villes coloniales ont émergé, avec leurs églises, leurs places et leurs maisons aux balcons de bois. Les terres ont été divisées en vastes domaines et le commerce a commencé à circuler entre le Venezuela, l'Europe et les autres colonies des Caraïbes. Mais même si les Espagnols croyaient avoir le contrôle total de ces terres, quelque chose de puissant commença à germer dans le cœur du peuple. Quelque chose d'irrésistible, le désir de liberté. Et c'est ici que s'ouvre la porte du chapitre suivant, le Venezuela colonial, or perles et cacao, où nous verrons comment la colonie a grandi et prospéré, et aussi comment les tensions qui, au fil du temps, allaient allumer la flamme de l'indépendance, ont commencé à se développer. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez-moi vous demander, êtes-vous déjà abonné à la chaîne? Découvrez-la dès maintenant. Et si ce n'est pas encore fait, c'est le moment. Je vous invite également à partager cette vidéo avec vos amis, votre famille ou toute personne qui porte le Venezuela dans son cœur. Car en vous abonnant et en partageant, vous ne soutenez pas seulement cette chaîne, vous aidez aussi davantage de personnes à découvrir notre histoire, nos racines, et vous veillez à ce que qui nous sommes et d'où nous venons ne soit jamais oublié. 5. Venezuela colonial, or, perles et cacao. Une fois que les Espagnols ont réussi à établir une présence permanente sur le territoire, une nouvelle ère a commencé qui allait profondément marquer l'histoire de ces terres, l'ère coloniale. Mais contrairement à d'autres colonies du continent, comme le Mexique ou le Pérou, où les conquistadors ont trouvé de grandes quantités d'or et d'argent,
Au Venezuela, les richesses n'étaient pas sous terre, mais dans la mer, dans le sol fertile et dans le sang et la sueur de ceux qui étaient forcés de travailler. L'or blanc de la mer, les perles. Pendant une grande partie du XVIe siècle, la première grande source de richesse était un objet petit, rond et brillant, les perles. Surtout dans la région de l'île Margarita, sur la côte de Cumaná et à Cubagua. Les récits contemporains racontent que la mer était si riche en huîtres perlières que les plongeurs autochtones n'avaient besoin que de quelques mètres de profondeur pour en extraire des centaines. Les perles vénézuéliennes étaient si précieuses qu'elles commencèrent bientôt à orner les couronnes, les colliers et les bijoux de la noblesse européenne. Mais cette richesse n'apporta pas la prospérité à tous, bien au contraire. Les populations autochtones, contraintes d'accomplir sans relâche le travail épuisant de la plongée, commencèrent à mourir en grand nombre, victimes d'épuisement, de maladies et de mauvais traitements. La nature elle-même en souffrit, la surexploitation entraînant l'épuisement quasi total des parcs à huîtres. Lorsque les perles sont devenues rares, les colonisateurs ont dû chercher une autre source de richesse, le cacao, le véritable or du Venezuela. C'est là qu'intervient le grand protagoniste de l'économie coloniale vénézuélienne, le cacao. Ce fruit, originaire des Amériques, a commencé à connaître une forte demande en Europe, où le chocolat est devenu un luxe réservé aux classes supérieures et à la royauté. Les terres chaudes et humides de la côte vénézuélienne, notamment dans les régions de Barlovento, Choroni, Carenero et l'État de Miranda, étaient idéales pour la culture du cacao. De vastes plantations ont rapidement émergé, fournissant des tonnes de cacao aux marchés espagnols et européens. Mais l'expansion du cacao a marqué l'une des pages les plus sombres de l'histoire coloniale, l'esclavage en Afrique. Face à l'effondrement de la population indigène, les Espagnols ont commencé à importer des milliers de personnes d'Afrique déracinées de leurs terres, enchaînées et transportées dans des conditions inhumaines vers les plantations vénézuéliennes. Les esclaves africains travaillaient non seulement dans l'industrie du cacao, mais aussi dans la canne à sucre, le coton, le tabac et les petites mines d'or découvertes dans des régions comme la Guyane. Leur contribution fut fondamentale à la construction de l'économie coloniale. Et leurs traditions, leur musique, leur culture et leur esprit de résistance furent à jamais indissociables de l'identité vénézuélienne, une société profondément inégalitaire. La société coloniale était divisée en couches rigides et distinctes. Au sommet se trouvaient les péninsulaires, des Espagnols nés en Europe, qui contrôlaient le commerce, les fonctions politiques et l'administration. Un peu plus bas dans l'échelle se trouvaient les créoles, enfants d'Espagnols nés en Amérique, qui, bien que riches et terriens, ne pouvaient accéder aux postes les plus puissants, ce qui provoquait chez eux un mécontentement croissant. Viennent ensuite les métis, issus d'un mélange d'Européens et d'Autochtones, les mulâtres, issus d'un mélange d'Européens et d'Africains, et les ambos, descendants d'Africains et d'Autochtones. Ils travaillent comme artisans, petits commerçants, agriculteurs ou ouvriers agricoles. À la base de la pyramide se trouvaient les esclaves africains et les quelques peuples autochtones qui ont réussi à survivre à la conquête, dont beaucoup étaient réfugiés dans des zones reculées, résistant du mieux qu'ils pouvaient. La contrebande, un commerce illégal mais très rentable. Un autre aspect curieux du Venezuela colonial était la contrebande. La couronne espagnole imposait de strictes restrictions commerciales. Les colons ne pouvaient commercer avec l'Espagne que par certains ports autorisés. Cependant, l'éloignement et la difficulté de contrôler l'ensemble des côtes vénézuéliennes ont favorisé la prolifération du commerce illégal avec les navires néerlandais, français et anglais. Ces navires transportaient des produits européens et s'emparaient de cacao, de cuir, de coton et d'autres ressources, souvent en échange d'armes ou de biens rares. La graine du mécontentement. Au fil du temps, le mécontentement des créoles grandit,
Il ne comprenait pas pourquoi, étant né, ayant travaillé et bâti la richesse de ses terres, il devait toujours être inférieur aux péninsulaires venus d'Europe uniquement pour s'enrichir. Ce sentiment d'injustice sociale, couplé aux inégalités et aux abus de la couronne espagnole, a lentement commencé à semer dans le cœur de nombreux Vénézuéliens l'idée de quelque chose qui, à l'époque, semblait impossible, mais qui commençait déjà à prendre forme dans des murmures et des conversations cachées, liberté. Mais ce feu libertaire n'était pas encore allumé. Et pour comprendre comment il a émergé, nous devons d'abord comprendre comment la société, l'économie et la pensée ont évolué au cours du XVIIIe siècle. Et cela nous amène directement au chapitre suivant de cette histoire. XVIIIe siècle, le sentiment de liberté est né. 6. XVIIIe siècle, le sentiment de liberté est né. Tout au long du XVIIIe siècle, le Venezuela resta une colonie sous le contrôle absolu de la couronne espagnole. Mais malgré le calme apparent des rues, un puissant sentiment commençait à se développer au plus profond de la société. Un sentiment qui allait changer à jamais le destin du pays, le désir de liberté. L'économie continue de croître, mais pas pour tout le monde. Au cours de ce siècle, l'économie vénézuélienne connut une croissance sans précédent grâce à l'essor du cacao, du cuir, du tabac et d'autres produits agricoles. Le cacao, en particulier, était le véritable or brun du Venezuela, exporté en grande quantité vers l'Europe. Détail essentiel. Pour gérer ce commerce, la couronne espagnole créa en 1728 la Compagnie royale guipuzcoane de Caracas, qui contrôlait exclusivement l'achat et la vente du cacao et d'autres produits. Cette compagnie monopolisait tout, imposait des prix bas aux producteurs locaux et les forçait à ne vendre qu'à eux. Résultat, un profond mécontentement parmi les créoles, qui étaient les plus grands producteurs agricoles, mais qui ne pouvaient pas décider librement à qui vendre leurs produits ni comment gérer leurs richesses. Les premières rébellions, ça suffit. Ce mécontentement ne resta pas lettre morte. Les premières rébellions populaires contre les abus du système colonial et de la compagnie de Guipúzcoa commencèrent à émerger. L'un des plus emblématiques fut celui de Juan Francisco de León en 1749, un créole d'origine canarienne qui prit les armes à Caracas, accompagné de paysans, de commerçants et de producteurs excédés par l'oppression économique. Imaginez un instant, des centaines d'hommes marchant avec des machettes et des lances, chacun criant d'une seule voix « Plus de violence !» L'espace d'un instant, ils réussirent à prendre le contrôle de la ville, à chasser les représentants de la compagnie et à affronter directement les autorités coloniales. Mais comme prévu, la couronne réagit durement. Elle envoya des troupes d'autres colonies, réprima la rébellion, arrêta Juan Francisco de León, qui mourut prisonnier, et réaffirma le contrôle espagnol. Mais le message était déjà répandu. Les gens commençaient à comprendre qu'ils pouvaient s'élever, qu'ils n'étaient pas de simples sujets, mais des êtres capables de prendre leur destin en main. Les idées de liberté traversent l'océan. Pendant ce temps, le monde commençait à changer. De l'autre côté de l'océan, les idées des Lumières émergeaient avec force en Europe. Des philosophes comme Voltaire, Rousseau et Montesquieu parlaient des droits de l'homme, de la liberté, de l'égalité et de la souveraineté populaire. Et ces idées, qui voyageaient dans des livres, des lettres ou même dans des conversations secrètes entre marchands, commencèrent à atteindre l'Amérique. Et bien sûr, le Venezuela. Par ailleurs, d'autres exemples proches ont montré qu'il était possible de briser les chaînes du colonialisme. En 1776, les colonies britanniques d'Amérique du Nord ont déclaré leur indépendance, formant ce que nous connaissons aujourd'hui comme les États-Unis. Quelques années plus tard, en 1789, la Révolution française a éclaté, bouleversant toute l'Europe, renversant des rois et proclamant les idéaux de liberté, égalité et fraternité. Et vous croyez que cette nouvelle n'est pas arrivée à Caracas? Bien sûr que si. Jeunes créoles, élites éclairées, marchands et même paysans ont commencé à rêver d'un avenir différent, où ils ne dépendraient pas d'un roi lointain ni de lois imposées depuis un autre continent.
la formation d'une conscience créole. Au cours de ce siècle, de nouvelles générations de créoles ont émergé, qui ne se sentaient ni espagnols, ni autochtones, ni africains. C'étaient des Américains, nés sur ces terres, et qui petit à petit ont commencé à construire leur propre identité. Des universités, des sociétés économiques, des académies des sciences et des groupes de réflexion furent fondés, où les nouvelles idées du monde étaient débattues. Caracas, en particulier, devint un centre d'effervescence intellectuelle et politique. Ce mouvement n'était pas seulement une question de pensée. Il se reflétait également dans l'économie, car de nombreux créoles commencèrent à s'enrichir et estimèrent ne plus avoir besoin de la métropole pour progresser. Pourquoi continuer à payer des impôts exorbitants à un roi qu'ils n'avaient jamais rencontré? Pourquoi accepter des lois qui ne profitaient qu'aux étrangers? Les portes de l'indépendance commencent à s'ouvrir. Vers la fin du XVIIIe siècle, la société vénézuélienne était sur le point d'exploser. Les inégalités, les abus, la discrimination et la lassitude de siècles d'exploitation s'étaient profondément enracinés. Sur les places, dans les cafés, sur les marchés, on ne parlait plus seulement de commerce ou de météo. On parlait désormais de liberté, de droit, de rupture des chaînes. Les créoles commencèrent à s'organiser, à planifier, à rêver d'un pays libre, souverain, maître de son destin. Et ce rêve deviendrait bientôt réalité. Car ce qui vient ensuite est le chapitre qui changera à jamais l'histoire du Venezuela. 19 avril 1810. Le premier cri d'indépendance. Lorsque le peuple ose enfin dire à haute voix « Assez ». 19 avril 1810. Le premier cri d'indépendance. Après un XVIIIe siècle rempli de tensions, d'inégalités et de rêves de liberté qui ont commencé à germer dans tous les recoins de la société vénézuélienne, le moment est arrivé qui allait changer à jamais l'histoire du pays. C'était le matin du 19 avril 1810, un jeudi saint, lorsque tout commença à trembler. Le contexte qui a tout changé. L'Europe était en flammes. Napoléon Bonaparte, venu de France, avait accompli l'impensable. Il avait envahi l'Espagne et forcé le roi Ferdinand VII à abdiquer, installant son propre frère, Joseph Bonaparte, comme roi d'Espagne à sa place. Cet événement a bouleversé tout l'Empire espagnol. S'il n'existait pas de roi légitime, à qui les colonies devaient-elles obéir? À un roi français imposé par la force? Aux autorités coloniales? Ou peut-être à elles-mêmes? Et cette question a commencé à enflammer les esprits, les cœurs et les rues de Caracas. L'étincelle qui a allumé la flamme. À Caracas, les criolos, nés en Amérique mais d'origine espagnole, ont vu dans cette crise une opportunité historique. C'était le moment idéal pour cesser d'être des sujets et commencer à décider de leur propre destin. Depuis plusieurs jours, des rumeurs circulaient sur les places, les marchés et les églises. Un événement majeur était sur le point de se produire. Ainsi, le matin du 19 avril, les plus hautes autorités, des membres du Cabildo, une sorte de gouvernement local, et des représentants du peuple se réunirent sur la Plaza Mayor de Caracas, aujourd'hui Plaza Bolivar. Là, devant une foule toujours plus nombreuse, deux forces opposées se tenaient face à face. D'un côté, le capitaine général Vicente M. Parán, le plus haut représentant du pouvoir espagnol au Venezuela, fidèle à la couronne. D'autre part, il y avait les créoles éclairés, les commerçants, les ecclésiastiques et les citoyens qui ne voulaient plus rester sous la domination coloniale. Le moment clé, le geste qui a marqué l'histoire. On dit qu'Amparán, essayant de garder le contrôle, est apparu sur le balcon du Cabildo et a demandé directement aux gens « Veux-tu que je te gouverne ?» Et c'est alors que derrière, un groupe de citoyens, discrètement soutenus par des membres du conseil municipal, a commencé à agiter les mains et à crier « Non !» Ce « non » a résonné non seulement sur la place, mais sur tout le territoire. C'était le cri d'un peuple qui s'éveillait. Amparán, réalisant qu'il avait perdu tout soutien, baissa la tête, démissionna de son poste et quitta le conseil, humilié et vaincu. Le premier conseil d'administration est formé.
Le même jour, les créoles formèrent la première junte de gouvernement autonome de Caracas. C'était un pas de géant. Ils n'avaient pas encore proclamé leur indépendance absolue vis-à-vis de l'Espagne, mais ils renièrent l'autorité du gouvernement colonial et commencèrent à se gouverner eux-mêmes au nom du roi légitime Ferdinand VII, toujours prisonnier de Napoléon. Mais la vérité est que tout le monde savait que ce n'était que le premier pas vers quelque chose de bien plus grand. Qui étaient les protagonistes? Derrière cet événement historique se cachent des noms qui deviendront plus tard légendaires. Francisco de Miranda, précurseur de l'indépendance. Simón Bolívar, un jeune idéaliste qui commençait à peine à se faire remarquer à cette époque. Juan Germán Rossio, juriste, est l'un des grands esprits juridiques de l'indépendance. José Félix Riba, un chef militaire qui jouera plus tard un rôle clé dans les batailles pour la liberté. José Ángel de Álamo, Martín Tovar Ponte, José de las Llamosas et bien d'autres créoles engagés dans cette cause. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Ce qui se produisit à Caracas fut un véritable séisme politique qui se propagea rapidement. D'autres provinces commencèrent à débattre de l'opportunité de rejoindre ce mouvement. Certaines le firent immédiatement. D'autres, plus fidèles à la couronne, résistèrent. Les tensions ont commencé à se faire sentir dans tous les coins. Villes, villages, fermes. Tout le monde a compris que quelque chose avait changé pour toujours. C'est ici que tout a commencé. Le 19 avril 1810 ne fut pas un simple changement de pouvoir. Ce fut le réveil d'un peuple, le début d'un chemin qui, bien que semé d'embûches, de souffrances et de sacrifices, le mènerait droit vers un rêve irréversible, l'indépendance totale et définitive du Venezuela. Et ce rêve allait devenir réalité un peu plus d'un an plus tard, lorsque le peuple courageux de ce pays signerait l'acte qui changerait son destin à jamais. Mais pour en arriver là, il faut d'abord comprendre comment ce chemin vers la liberté s'est consolidé. Et cela nous amène directement au chapitre suivant de cette histoire, Simón Bolívar, le libérateur, où nous plongerons dans la vie, les rêves et les luttes de l'homme qui a non seulement changé le Venezuela, mais toute l'Amérique du Sud. 8. Simón Bolívar, le libérateur. S'il est un nom qui résonne aux quatre coins du Venezuela et d'Amérique latine, c'est sans aucun doute celui de Simón Bolívar, surnommé à jamais le libérateur. Mais qui était vraiment cet homme? Comment un homme né dans les privilèges de l'élite coloniale a-t-il pu devenir le leader d'une révolution qui allait changer l'histoire de tout un continent? Apprenons à le connaître. Une enfance marquée par la tragédie et le privilège. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad. Bolívar y Palacios est né à Caracas le 24 juillet 1783, dans une riche famille créole qui possédait des terres, des domaines et des esclaves. Il constituait l'une des familles les plus influentes de la colonie vénézuélienne. Mais la vie n'a pas été facile pour lui dès son enfance. À 3 ans, il a perdu son père et à peine 9 ans, sa mère est morte. Simón est devenu orphelin très jeune, confié à des tuteurs et à des proches. Bien qu'entouré de richesses, la perte de ses parents l'a profondément marqué. C'est ici qu'émerge une figure clé de sa vie. Sa nourrice, Hippolyta, une femme d'origine africaine qui s'est occupée de lui comme d'un fils et dont Bolívar se souviendra toujours avec amour et gratitude. Le jeune homme agité qui rêvait de liberté. Dès son plus jeune âge, Simón manifesta un esprit curieux et alerte qui ne cadrait pas avec la rigidité coloniale. Il étudia auprès de plusieurs professeurs, mais l'un d'eux marqua durablement sa vie, Simón Rodríguez, un éducateur révolutionnaire qui lui enseigna des idées allant au-delà des manuels traditionnels. Rodríguez lui a parlé de liberté, d'égalité, de justice et des changements qui s'opèrent dans le monde. Il lui a parlé de la Révolution française, des droits de l'homme et de la possibilité pour les peuples de se gouverner eux-mêmes. Ces idées ont planté la graine d'un rêve chez Bolívar. Un rêve qui, à l'époque, semblait impossible. Un voyage qui a changé son destin. À l'âge de 16 ans, Bolívar se rendit en Europe pour poursuivre ses études. Il y fut témoin direct des changements qui bouleversaient le monde.
En France, il observa les vestiges de la Révolution, les débats sur la liberté et l'ascension de Napoléon Bonaparte, qu'il vit même couronné empereur à Paris. Mais s'il y a un moment qui a marqué sa vie, c'est sa visite au Mont Sacré de Rome, où, comme nous le raconte l'histoire, à seulement 22 ans, Bolivar leva la main au ciel et jura solennellement « Je jure devant vous, je jure par le Dieu de mes pères, je jure par mon honneur et je jure par mon pays que je ne donnerai de repos ni à mon bras ni à mon âme, jusqu'à ce que j'aie brisé les chaînes qui nous oppriment. » À partir de ce jour, sa vie n'aura qu'un seul but, libérer le Venezuela et l'Amérique du joug espagnol, du rêveur au guerrier. À son retour à Caracas, Bolivar trouve un pays en ébullition après le 19 avril 1810. Il n'hésite pas. Il rejoint immédiatement la cause indépendantiste. En 1811, il participa activement à la proclamation de la Première République du Venezuela, mais la joie fut de courte durée. Les forces royalistes, fidèles à l'Espagne, reprirent le contrôle et la République tomba. Beaucoup pensèrent que tout était fini, mais pas Bolivar. Il entama alors une série de campagnes militaires pleines de risques, de défaites, mais aussi de victoires. Depuis la région des Llanos, il traversa les Andes avec son armée dans des conditions extrêmes, franchissant des montagnes enneigées, des rivières tumultueuses et des terrains quasi impraticables. Cet exploit, connu sous le nom de Campagne admirable de 1813, fut l'un des moments les plus marquants de l'indépendance. Après de violents combats, Bolivar entra triomphalement à Caracas où il reçut pour la première fois le titre de libérateur, décerné par le peuple. Un combat sans trêve. Mais le chemin fut long et brutal. La guerre d'indépendance fut une guerre totale, des batailles dans les plaines, dans les montagnes, dans la jungle et sur les rivières. L'ennemi n'était pas seulement les armées espagnoles, mais aussi les divisions internes, les traîtres et le manque de ressources. Bolivar ne s'est pas limité au Venezuela. Son rêve a toujours été plus grand, libérer toute l'Amérique du Sud. Il a ainsi mené des campagnes qui ont apporté la liberté à la Colombie, à l'Équateur, au Pérou et à la Bolivie. Oui, la Bolivie porte son nom. Chaque victoire le rapprochait un peu plus de son rêve. Mais chaque défaite le plongeait aussi momentanément dans la tristesse pour finalement le faire ressortir plus fort. L'homme, l'idéal et la réalité. Au-delà d'être un guerrier, Bolivar était un homme plein d'idéaux. Il rêvait d'une Amérique unie et forte, capable d'affronter le monde avec dignité. C'est pourquoi il créa la Grande Colombie, une république réunissant le Venezuela, la Colombie, l'Équateur et le Panama. Cependant, son rêve d'unité ne fut pas compris de tous. Les divergences internes, les ambitions et les conflits régionaux commencèrent à déchirer la grande nation qu'il avait bâtie, la fin d'un géant. Dans ces dernières années, Bolivar, fatigué, malade et trahi par certains de ses anciens partisans, renonça au pouvoir. Ses derniers mots furent tristes, mais profondément humains. « J'ai labouré la mer ». Une phrase qui reflète sa frustration face à la division du peuple qu'il a tant lutté pour libérer. Le 17 décembre 1830, Simón Bolívar meurt à Santa Marta, en Colombie, loin de sa bien-aimée Caracas, sans richesse, sans titre, mais avec l'héritage d'être l'homme qui a changé l'histoire de l'Amérique pour toujours. Son héritage perdure. Aujourd'hui, Bolivar n'est plus seulement un nom dans les livres, il est un symbole de liberté, de lutte et de courage. Sa vie prouve que même si le chemin est semé d'embûches, de grands rêves peuvent être réalisés. Et maintenant que nous avons rencontré ce géant de l'histoire, nous nous préparons pour le prochain chapitre, où leur lutte culmine finalement dans une victoire décisive. L'indépendance finale. Le 24 juin 1821, bataille de Carabobo, le jour qui a scellé la liberté du Venezuela. Je profite de l'occasion pour vous demander, êtes-vous déjà abonné à la chaîne et avez-vous aimé cette vidéo? Si ce n'est pas le cas, faites-le maintenant, car par ce simple geste, vous soutenez non seulement ce travail, mais vous aidez aussi davantage de personnes, au Venezuela comme à l'étranger,
à découvrir cette histoire, à se reconnecter à leurs racines et à comprendre d'où nous venons et où nous pouvons aller. Abonnez-vous, aimez et continuons ensemble à sauver notre histoire. 9. L'indépendance finale, 24 juin 1821, bataille de Carabobo. Après des années de luttes inlassables, de campagnes héroïques, de défaites douloureuses et de victoires qui ont alimenté l'espoir, le moment décisif est arrivé. Le jour où le Venezuela a scellé sa liberté pour toujours. Ce jour-là, c'était le 24 juin 1821 et le lieu qui restera à jamais gravé dans la mémoire du pays est un nom que tous les Vénézuéliens connaissent, Carabobo. Le prélude à la grande bataille. Malgré des progrès significatifs dans la lutte pour l'indépendance, la domination espagnole persistait dans plusieurs régions du Venezuela. Les royalistes, menés par l'expérimenté général Miguel de la Torre, contrôlaient une grande partie du pays et n'étaient pas prêts à capituler facilement. De son côté, Simón Bolívar, avec sa vision toujours claire, savait que s'il voulait obtenir une indépendance définitive, il devait porter un coup décisif, un coup qui détruirait fondamentalement la puissance militaire espagnole au Venezuela. Pendant des mois, Bolívar et son armée préparèrent soigneusement cette offensive. Son armée était un magnifique mélange de diversité. Créoles, personnes à la peau brune, afro-descendants, indigènes, hommes des plaines, et même des volontaires étrangers, comme le courageux bataillon de fusiliers britanniques qui traversèrent l'océan pour se battre pour la liberté d'un continent qui n'était même pas le leur. Chaque soldat portait bien plus que des armes dans sa poitrine. Il portait un rêve, le rêve d'un pays libre. Où est Carabobo? Pourquoi là-bas? La savane de Carabobo, située dans l'actuel Carabobo, était un lieu stratégique. De vastes plaines entourées de collines et de montagnes offraient des avantages tactiques à ceux qui savaient naviguer intelligemment sur le terrain. Les royalistes s'étaient retranchés, convaincus de pouvoir stopper toute avancée patriotique. Mais Bolívar avait déjà un plan, et il n'allait pas échouer. Le matin du 24 juin, tout était prêt. L'aube arriva au son des tambours et des ordres des généraux. Bolívar divisa son armée en plusieurs colonnes, chacune ayant une mission précise. La tête de l'une des colonnes les plus importantes se trouvait un jeune général d'à peine 27 ans, qui allait entrer dans l'histoire comme un véritable héros. José Antonio Páez, accompagné de ses redoutables llaneros, cavaliers agiles, experts dans l'art de se déplacer avec rapidité et précision. Une autre colonne était dirigée par Manuel Cedeño, tandis que des bataillons britanniques et d'autres corps complétèrent l'offensive. Le combat commence, et tout brûle. Les premiers affrontements furent brutaux. L'armée patriotique avançait, mais les royalistes tenaient bon. Les balles fusaient, les canons résonnaient dans la savane, et la fumée commençait à recouvrir le champ de bataille. Au milieu du chaos, les llaneros de Páez exécutèrent une manœuvre magistrale, une charge surprise à cheval qui brisa la ligne royaliste sur un flanc qu'ils croyaient impossible à pénétrer. Pendant ce temps, les soldats britanniques combattaient au corps à corps dans les collines, gagnant du terrain petit à petit. La bataille était acharnée, personne n'accordant ni ne demandant de trêve. À un moment critique, Manuel Cedeño, un héros courageux, tomba au combat, mais son sacrifice ne fut pas vain. Sa colonne réussit à maintenir la pression et à empêcher les royalistes de se réorganiser. Le moment décisif. Le drapeau patriotique flotte à Carabobo. Finalement, après des heures de combat, l'armée espagnole s'effondra. Ses soldats commencèrent à battre en retraite en désordre, certains fuyant vers Puerto Cabello, tandis que d'autres furent faits prisonniers ou se rendirent sur le terrain. Le cri de « Victoire » a été entendu dans toute la savane. Le Venezuela était libre. Bolívar, voyant le drapeau patriotique flotter sur Carabobo, comprit que ce jour resterait à jamais gravé dans l'histoire non seulement du Venezuela, mais de toute l'Amérique. Que voulait dire Carabobo? La victoire de Carabobo ne fut pas seulement une bataille gagnée, ce fut l'acte final qui scella l'indépendance du Venezuela. Dès lors,
la domination espagnole sur le pays s'effondra complètement, ne laissant subsister que quelques résistances isolées, qui furent vaincues peu après. Le 24 juin 1821 marqua le début d'une nouvelle ère. Le Venezuela était enfin une république libre, souveraine et indépendante. Et ce n'est pas tout. Et ce Carabobo a également donné l'impulsion aux campagnes de Bolivar vers le sud, apportant la liberté à la Colombie, à l'Équateur, au Pérou et à la Bolivie. L'héritage de Carabobo perdure aujourd'hui. Chaque 24 juin, le Venezuela commémore fièrement cette journée. À Campo de Carabobo, un imposant monument a été érigé en hommage aux héros qui ont donné leur vie pour la liberté. Les forces armées célèbrent leur journée à cette date, pour rappeler que l'indépendance a été gagnée avec le sang, la bravoure et le courage d'un peuple qui ne s'est jamais rendu. Udis, Grand Colombia, le rêve de l'unité. Après la bataille historique de Carabobo en 1821, le Venezuela fut enfin libéré de la domination espagnole. Cependant, l'indépendance ne marqua pas la fin, mais plutôt le début d'un nouveau et immense défi. Bâtir un pays libre, fort et autonome. Mais pour Simón Bolívar, le rêve ne se limitait pas au Venezuela. Sa vision dépassait largement ses frontières. Il imaginait quelque chose de bien plus ambitieux, du jamais vu dans les Amériques. Une grande nation qui réunirait les peuples frères qui avaient lutté ensemble pour la liberté. Ce rêve s'appelait la Grande Colombie. Qu'était la Grande Colombie ? La Grande Colombie était un projet d'union politique, économique et militaire qui réunissait ce qui sont aujourd'hui les pays de Venezuela, Colombie, Équateur, Panama. Une seule nation, avec un seul gouvernement, une seule armée, un seul système économique et un seul drapeau. Une république gigantesque, autrefois l'une des plus grandes du monde. Le rêve de Bolivar était clair. Ensemble, nous serions forts. Divisés, nous serions une proie facile pour les puissances étrangères ou le chaos interne. Quand et comment est née la Grande Colombie ? La Grande Colombie fut officialisée au Congrès d'Angostura en 1819, mais fut définitivement consolidée après l'indépendance du Venezuela en 1821, lorsque les provinces libérées décidèrent de s'unir sous une constitution unique. Sa capitale était Bogota, et Simón Bolívar fut élu président de la Grande Colombie, tandis que son grand ami et allié, Francisco de Paula Santander, occupait la fonction de vice-président. Pourquoi Bolívar a-t-il rêvé de cette union ? Parce qu'il a parfaitement compris ce que l'histoire nous a montré à maintes reprises. Les puissances étrangères, comme l'Angleterre, la France ou les États-Unis, seraient toujours prêtes à intervenir, à diviser et à profiter des peuples faibles et désunis. De plus, l'indépendance n'a pas résolu tous les problèmes comme par magie. Les blessures laissées par des siècles de domination coloniale, les différences régionales et les tensions sociales et raciales menaçaient de fragmenter les jeunes républiques. Bolívar croyait que seule l'unité pouvait garantir la stabilité, la paix et le progrès. Comment fonctionnait la Grande Colombie ? Bien qu'il s'agisse d'une seule nation, elle était divisée en 3 grands départements. Département du Venezuela, avec capitale à Caracas, département de Cundinamarca, aujourd'hui la Colombie et le Panama, avec sa capitale à Bogota, département de l'Équateur, avec la capitale à Quito. Chacun d'eux disposait d'une certaine autonomie dans les affaires locales, mais dépendait d'un gouvernement central forte, dirigé par le président Bolívar. Les tensions n'ont pas tardé à apparaître. Le rêve était beau, mais la réalité était bien plus dure. Le Venezuela, la Colombie et l'Équateur avaient des histoires et des économies distinctes, ainsi que de profondes rivalités internes. De nombreux Vénézuéliens étaient en désaccord avec Bogota comme capitale, et certains dirigeants ont commencé à se plaindre du pouvoir excessif exercé par le gouvernement central. D'autre part, Bolívar prônait un modèle de gouvernement fort, centralisé et autoritaire, si nécessaire, pour maintenir l'ordre et empêcher les jeunes républiques de sombrer dans le chaos. Pendant ce temps, son vice-président, Francisco de Paula Santander, prônait un modèle plus libéral et décentralisé, accordant davantage de pouvoir aux provinces.
Cette divergence de vues allait bientôt dégénérer en un grave conflit politique. L'usure et les trahisons. Au fil des années, les tensions se sont accrues. Certains voyaient en Bolivar un sauveur, d'autres un dictateur. Les intrigues, les affrontements entre dirigeants régionaux, les ambitions personnelles et les rivalités ont fait vaciller le rêve. Bolivar fut même victime d'une tentative d'assassinat en 1828, connue sous le nom de Conspiration de septembre, lorsqu'un groupe d'opposants tenta de le tuer pendant son sommeil à Bogota. Heureusement, sa maîtresse et confidente, Manuela Sáenz, le réveilla à temps et lui sauva la vie, lui permettant de s'échapper par une fenêtre. L'effondrement du rêve. Finalement, le rêve n'a pas pu être maintenu. Les tensions internes ont été plus fortes que la volonté d'unité. En 1830, le Venezuela se sépara officiellement de la Grande Colombie, suivi peu après par l'Équateur et le Panama. La Grande Colombie cessa alors d'exister. Ce fut un coup terrible pour Bolivar. Malade, épuisé et profondément déçu, il écrivit l'une de ses citations les plus tristes, mais aussi les plus réalistes. « J'ai labouré la mer ». Une façon de dire que tous leurs efforts, leur lutte, leur sacrifice s'étaient évanouis comme les traces laissées par une charrue dans l'eau. Peu de temps après, la même année, Bolivar mourait à Santa Marta en Colombie, seul, sans pouvoir, sans richesse, mais avec l'immense héritage d'avoir changé l'histoire de l'Amérique pour toujours. Que nous laisse la Grande Colombie? Bien que la Grande Colombie n'ait pas survécu, son esprit perdure. Elle rappelle que les peuples d'Amérique latine sont davantage unis par leur histoire, leur culture et leur lutte que par les frontières qui les séparent. Aujourd'hui, le rêve de Bolivar reste une source d'inspiration pour ceux qui croient en l'intégration, l'unité et la force des peuples libres. 1830, le Venezuela se sépare et naît en tant que nation souveraine. La chute de la Grande Colombie n'a pas seulement marqué la fin d'un rêve, mais aussi le début d'une nouvelle ère pour le Venezuela. Une ère pleine de défis, d'incertitudes, d'espoir, et un chemin à parcourir de toutes pièces pour devenir une nation indépendante et souveraine. Pourquoi le Venezuela se sépare-t-il de la Grande Colombie? Les raisons étaient nombreuses et complexes. D'un côté, il y avait des divergences politiques. Bolivar a défendu un gouvernement fort et centralisé. De nombreux Vénézuéliens souhaitaient davantage d'autonomie, davantage de contrôle sur leurs propres affaires et ne plus dépendre d'un gouvernement distant à Bogota. D'autre part, il y avait des raisons économiques et sociales. Les élites vénézuéliennes refusaient de continuer à payer des impôts et à se conformer aux décisions prises à l'étranger. Elles voulaient contrôler leurs ressources, leur commerce et leur avenir. De plus, la distance, les mauvaises communications, les rivalités entre les dirigeants et les intérêts régionaux rendaient l'union de plus en plus insoutenable. Le Congrès de Valence, une nouvelle république est née. Dans ce contexte, le Congrès historique de Valence fut convoqué en 1830 dans l'État de Carabobo. Les principaux dirigeants vénézuéliens de l'époque s'y réunirent pour prendre une décision capitale. Le Venezuela se sépare officiellement de la Grande Colombie, et pour la première fois, elle naît comme une république souveraine et indépendante. Première constitution du Venezuela en tant que nation indépendante. Lors de ce congrès, non seulement la séparation fut proclamée, mais la première constitution du Venezuela en tant que pays souverain fut également rédigée. Cette nouvelle Magna Carta définissait les principes fondamentaux de la République, le fonctionnement du gouvernement et les droits et devoirs des citoyens. Un système républicain, représentatif et centraliste a été établi avec un président à la tête du pouvoir exécutif, un congrès bicaméral et un pouvoir judiciaire. Le premier président, José Antonio Páez. Et voici qu'apparaît un nom qui sera déterminant dans les premières années de la nouvelle République. José Antonio Páez, le légendaire leader des plaines, héros de l'indépendance et bras droit de Bolivar dans de nombreuses batailles. Páez fut élu premier président du Venezuela. Son leadership fut déterminant,
notamment parce qu'il bénéficiait d'un fort soutien dans les plaines et les régions agricoles, où il était perçu comme un homme du peuple, accessible, courageux et ferme. Cependant, il ne faut pas oublier que Páez n'était pas seulement un héros militaire, il était aussi un leader, et son style de gouvernement associait autorité, pragmatisme et parfois des décisions très personnelles qui favorisaient ses alliés et affaiblissaient ses rivaux. Les défis d'un Venezuela nouveau-né. Naître en tant que pays indépendant ne signifiait pas que tous ses problèmes étaient résolus. Au contraire, le Venezuela est né au milieu de défis considérables, un pays dévasté par des années de guerre, des économies rurales très inégalitaires, rivalité entre dirigeants régionaux qui voulaient plus de pouvoir pour leur zone, absence d'un réseau efficace de routes, de ports et de communications, et surtout une société très fragmentée entre riches et pauvres, entre propriétaires terriens et paysans, entre créoles, métis, indigènes et afro-descendants. Les guerres intestines ne tardent pas à arriver. Dès le début, des conflits internes ont commencé à ronger la jeune République. Les caudillos régionaux, chefs militaires dotés d'un pouvoir local, ont commencé à s'affronter pour le contrôle du pays. Les gouvernements étaient constamment contestés, renversés ou soumis à des pressions de la part de groupes armés qui répondaient davantage à des intérêts personnels ou régionaux qu'au bien commun. En fait, une grande partie du XIXe siècle au Venezuela fut une succession de guerres civiles, de conflits armés et de gouvernements qui s'élevèrent et tombèrent au rythme des armes. Et l'économie. L'économie vénézuélienne est restée essentiellement agricole et dépendait presque exclusivement de l'exportation de produits tels que le café, qui a commencé à remplacer le cacao comme principale source de revenus, cacao, élevage de bétail, cuir. Mais la répartition des terres et des richesses était profondément inégale. Les grands domaines étaient aux mains de quelques familles, tandis que la majorité de la population vivait dans la pauvreté, travaillant comme ouvriers agricoles ou petits agriculteurs. L'identité vénézuélienne est née. Malgré tous ces problèmes, quelque chose de très important a commencé à se développer, l'identité nationale vénézuélienne. Pour la première fois, les Vénézuéliens ont commencé à se considérer non pas comme les sujets d'un empire, ni comme faisant partie d'un projet continental, mais comme les membres de leur propre nation, avec leur propre drapeau, leur propre hymne, leur propre histoire et leur propre destin. Les places se remplirent de monuments aux héros de l'indépendance. Les écoles commencèrent à enseigner l'histoire du Venezuela en tant que nation libre. Et peu à peu, le peuple commença à comprendre ce que signifiait être vénézuélien. Un début difficile, mais un début quand même. C'est ainsi que le Venezuela est né en tant que nation souveraine en 1830, avec de grands rêves, avec des problèmes gigantesques, mais avec la détermination de suivre leur propre chemin, d'écrire leur propre histoire et de forger leur propre destin. 12. Le XXe siècle, le boom pétrolier. Le Venezuela est né en tant que nation souveraine en 1830, mais ses premières années en tant que république ont été marquées par l'instabilité, les guerres civiles et la domination de dirigeants régionaux qui se battaient constamment pour le pouvoir. Cependant, au fil du temps, un événement allait changer à jamais l'histoire, l'économie et la société vénézuélienne. Une découverte qui allait transformer un pays agricole pauvre et fragmenté en l'un des plus riches du continent, du moins pour un temps. Cette découverte était du pétrole, de la terre au sous-sol, la découverte de l'or noir. Au début du XXe siècle, le Venezuela était encore un pays rural, dont l'économie reposait sur l'agriculture, principalement le café et le cacao, ainsi que sur l'élevage. Mais tout cela était sur le point de changer. En 1914, à Menegrande, dans l'état de Zulia, le pétrole vénézuélien coula pour la première fois à des fins commerciales. Le puits fut baptisé Zumac 1, et ce jet sombre qui jaillit dans le ciel n'était pas seulement du pétrole, c'était un symbole de l'avenir qui attendait le Venezuela. Bientôt, de grandes entreprises étrangères, britanniques, américaines et néerlandaises, jetèrent leur dévolu sur ces terres.
Ingénieurs, techniciens, ouvriers et engins lourds commencèrent à arriver, et avec eux, l'économie vénézuélienne commença à se tourner petit à petit vers le monde de l'or noir. D'un pays agricole à une puissance pétrolière. À partir des années 1920, le pétrole est passé du statut de promesse à celui de réalité inéluctable. Des raffineries, des ports et des autoroutes ont été construits, et le Venezuela a commencé à exporter des millions de barils vers le monde entier, notamment vers les États-Unis et l'Europe. Les régions productrices de pétrole comme Maracaibo, Cabimas, Lagunillas et le lac Maracaibo se transformèrent rapidement. Là où se trouvaient autrefois de petits villages agricoles, des villes animées commencèrent à émerger avec leurs hôtels, leurs bars, leurs boutiques et tout ce que le nouvel essor économique attirait. Le pays a commencé à recevoir d'énormes sommes d'argent, bien plus que ce qu'il avait jamais imaginé dans son histoire. La richesse pour tous? Pas vraiment. Voici l'un des grands paradoxes de l'histoire du Venezuela. Oui, le pétrole a apporté de l'argent, la modernisation, les routes, l'électricité, les ports et la croissance urbaine. Mais il n'a pas apporté, du moins pas immédiatement, l'égalité ou la justice sociale. La majeure partie des richesses pétrolières est restée initialement entre les mains d'entreprises étrangères et de quelques familles vénézuéliennes qui détenaient le contrôle politique et économique. Pendant ce temps, des milliers de paysans et de travailleurs ruraux ont migré vers les villes pétrolières à la recherche d'un emploi, mais beaucoup ont fini par vivre dans des conditions précaires, dans des bidonvilles de fortune, tandis qu'ils regardaient les élites amasser des fortunes inimaginables. L'ère des dictatures, Juan Vicente Gómez. Et il est impossible de parler du boom pétrolier sans mentionner l'homme qui a dominé le Venezuela pendant ces années. Juan Vicente Gómez, qui a gouverné de manière dictatoriale de 1908 à 1935. Gómez comprenait parfaitement que le pétrole était synonyme de pouvoir. Il autorisa donc l'entrée de grandes entreprises étrangères, leur accorda des concessions et, en retour, assura son propre contrôle sur le pays. Grâce à l'argent du pétrole, Gómez a modernisé le Venezuela de plusieurs manières. Des routes, des voies ferrées et des hôpitaux ont été construits. Les dettes étrangères ont été payées. Et pour la première fois, l'État vénézuélien disposait de revenus stables et abondants. Mais tout cela s'accompagnait de répression, de persécution des opposants, de censure et d'un contrôle absolu du pouvoir. La transition vers la démocratie. Après la mort de Gómez en 1935, le Venezuela a entamé un processus lent et complexe vers la démocratie. Des gouvernements de transition ont suivi, certains plus ouverts, d'autres autoritaires. Mais peu à peu, le pays a commencé à connaître des élections, une participation citoyenne et des luttes pour les droits civiques. L'économie a continué de croître grâce au pétrole et pendant la Seconde Guerre mondiale, le Venezuela est devenu l'un des principaux fournisseurs de pétrole brut des pays alliés. Le boom pétrolier est le Venezuela saoudien. La véritable explosion de richesse s'est produite entre les années 1950 et 1970. Le Venezuela est devenu l'un des principaux exportateurs mondiaux de pétrole. C'était littéralement un pays riche. Les villes se sont développées à un rythme effréné. Autoroutes, universités, théâtres et gratte-ciel ont été construits. Le Venezuela a attiré des milliers d'immigrants venus d'Europe, notamment d'Espagne, d'Italie et du Portugal, venus en quête d'un avenir meilleur dans ce pays d'opportunités. Dans les années 1970, avec la crise pétrolière mondiale et la hausse des prix, le Venezuela a connu sa période la plus prospère. Cette période est devenue connue sous le nom de Venezuela saoudien, car le pays est devenu presque aussi riche que les principaux producteurs de pétrole du Moyen-Orient. Le gouvernement a nationalisé l'industrie pétrolière en 1976, créant PDVSA, Petróleos de Venezuela S.A., qui a fait des Vénézuéliens, pour la première fois, des propriétaires de leur propre pétrole. La fin du rêve. Cependant, cette richesse a été mal gérée.
une grande partie a été gaspillée dans la corruption, des projets inefficaces, l'endettement et une dépendance absolue au pétrole, tandis que des secteurs clés comme l'agriculture, l'industrie, l'éducation et la santé ont été négligés. Dans les années 1980, lorsque les prix du pétrole ont chuté, l'économie vénézuélienne s'est effondrée. Ce qui semblait être un rêve éternel s'est transformé en crise, ouvrant la voie à de profonds changements politiques. Si vous appréciez ce voyage à travers notre histoire, je vous demande un service très spécial. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, d'aimer cette vidéo et surtout de la partager avec vos amis, votre famille et tous ceux qui aiment le Venezuela. Car ce faisant, non seulement vous soutenez ce travail, mais vous aidez aussi davantage de personnes partout dans le monde à découvrir notre histoire, nos racines et à comprendre la grandeur de ce pays. Ensemble, nous veillons à ce que notre histoire ne soit jamais oubliée. 13. La révolution bolivarienne et Hugo Chavez, 1999-2013. Après des décennies de boom pétrolier, de corruption, d'inégalité et de crise économique, le Venezuela de la fin du XXe siècle était un pays en proie à la frustration. La plupart des gens avaient le sentiment que la richesse pétrolière ne leur avait jamais vraiment été offerte. Tandis que les élites vivaient dans le luxe, des milliers de Vénézuéliens luttaient quotidiennement contre la pauvreté, l'inflation et le manque d'opportunités. C'était un pays en ébullition. Quelque chose était sur le point d'exploser. Le Caracazo, l'étincelle qui a allumé la mèche. Le 27 février 1989, suite à l'annonce d'un ensemble de mesures économiques comprenant des augmentations des prix de l'essence et des transports, un soulèvement social massif connu sous le nom de El Caracazo éclata. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester, pillant des supermarchés et s'opposant aux autorités. Ce mouvement de colère s'accumulait depuis des années. La réponse du gouvernement a été brutale. Répression, violence et des centaines, voire des milliers de morts. Le pays n'a plus jamais été le même. Ce fut le premier avertissement majeur. Un changement profond devait survenir. 1992, un soldat qui a tenté de tout changer par la force. Au milieu de cette crise, un nom émergea qui allait bientôt devenir célèbre, Hugo Rafael Chavez Frias, lieutenant-colonel de l'armée vénézuélienne, né à Sabaneta, dans l'état de Barinas, d'origine modeste, des plaines et profondément influencé par les idées de Simón Bolívar et des dirigeants populaires. Le 4 février 1992, Chavez a mené une tentative de coup d'État contre le président Carlos Andrés Pérez, cherchant à mettre fin à ce qu'il considérait comme un système corrompu, exclusif et injuste. Le coup d'État a échoué, mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Lorsque Chavez a été capturé, il a été autorisé à parler à la télévision et là, devant tout le pays, il a prononcé une phrase qui resterait à jamais gravée. Pour l'instant, les objectifs que nous nous étions fixés n'ont pas été atteints. Ce, pour l'instant, a amené des millions de Vénézuéliens à commencer à le voir non pas comme un comploteur de coup d'État, mais comme un dirigeant qui représentait la lassitude d'un peuple lassé des promesses vides. 1998. Chavez arrive au pouvoir par des moyens démocratiques. Après sa sortie de prison et sa tournée à travers le pays, Chavez décide de changer de stratégie. Il dépose les armes et entre dans l'arène politique. Lors des élections présidentielles de 1998, il a remporté une victoire écrasante avec un discours direct et populaire qui parlait de justice sociale, de souveraineté, de lutte contre la corruption et de lutte contre les élites économiques. C'est ainsi qu'est née la soi-disant révolution bolivarienne, un projet qui promettait de refonder le Venezuela, de remettre le pouvoir au peuple et de construire une société plus juste et plus équitable. Nouvelle constitution et naissance de la vieille République. L'une des premières mesures a été de convoquer une Assemblée nationale constituante qui a rédigé en 1999 une nouvelle constitution, considérée comme l'une des plus avancées de son époque en termes de droits sociaux et de participation citoyenne.
Le pays a officiellement cessé de s'appeler République du Venezuela et est devenu la République bolivarienne du Venezuela, en l'honneur des idéaux de Simón Bolívar. Cette nouvelle Magna Carta reconnaît les droits des peuples autochtones, l'égalité des sexes, le droit à l'éducation, aux soins de santé gratuits et à l'accès au logement. Un gouvernement qui a enfreint toutes les règles. Chavez a mis en place un style de gouvernement complètement différent, de longs discours, parfois de plusieurs heures, diffusés à l'échelle nationale, apparition constante à la télévision et à la radio, une langue directe, familière et populaire. Dénonciation constante contre l'impérialisme, en particulier les États-Unis, et contre les élites économiques vénézuéliennes. Sa devise était claire, le socialisme du XXIe siècle. Et sous cette bannière, il a lancé les missions bolivariennes, des programmes sociaux qui cherchaient à apporter santé, éducation, nourriture, logement et emploi aux secteurs les plus pauvres de la population. Des milliers de Vénézuéliens qui n'avaient jamais eu accès à des médecins, à des écoles ou à des universités ont commencé à recevoir pour la première fois des soins gratuits et directs de l'État. Le boom pétrolier est de retour, mais avec un modèle différent. Durant les premières années de son administration, les prix du pétrole ont de nouveau grimpé en flèche. Le Venezuela a connu une nouvelle ère d'abondance. Chavez a utilisé ses ressources pour financer des programmes sociaux, nationaliser les industries stratégiques, fournir des subventions, des logements et de la nourriture aux secteurs les plus vulnérables. Et aussi de soutenir d'autres pays d'Amérique latine à travers des accords comme Petrocaribe. Aime et déteste un pays divisé. Pour de nombreux Vénézuéliens, Chavez était le leader qui leur a donné de la dignité, qui leur a fait se sentir inclus, qui leur a accordé des droits qu'ils n'avaient jamais eus auparavant. Mais pour d'autres, il était un autoritaire qui concentrait tout le pouvoir, affaiblissait les institutions, persécutait les opposants et créait une économie de plus en plus dépendante du pétrole et du contrôle de l'État. En 2002, il a même subi une tentative de coup d'État qui l'a écarté du pouvoir pendant quelques heures, mais il a été rétabli grâce au soutien massif du peuple et des secteurs militaires loyaux. La maladie qui allait tout changer. En 2011, Chavez a annoncé qu'il était atteint d'un cancer. Il a lutté contre la maladie pendant 2 ans, se rendant à Cuba à plusieurs reprises pour se faire soigner. Malgré son état de santé, il s'est présenté aux élections de 2012 et a de nouveau gagné avec un large soutien populaire. Mais son état s'aggrava rapidement. En décembre de la même année, il se rendit une dernière fois à La Havane pour une opération chirurgicale et ne réapparut plus jamais en public. Le 5 mars 2013, le vice-président Nicolás Maduro a officiellement annoncé la nouvelle qui a secoué le pays. Le commandant-président Hugo Chávez Frías est décédé. L'héritage de Chavez. Pour certains, Chavez était l'homme qui a donné de la dignité aux oubliés, qui a lutté contre les inégalités et qui a défendu la souveraineté du Venezuela comme aucun autre. Pour d'autres, cela a laissé un pays profondément divisé, avec une économie dépendante, des contrôles étatiques excessifs et les germes d'une crise qui éclaterait des années plus tard. Mais ce qui est indéniable, c'est qu'aucun autre dirigeant dans l'histoire moderne du Venezuela n'a changé le cours du pays autant que Hugo Chavez. 14. Le Venezuela aujourd'hui, crise, migration et espoir. Avec la mort d'Hugo Chavez en 2013, le Venezuela a fermé un chapitre et en a ouvert un autre. Un chapitre qui allait apporter avec lui les années les plus difficiles, les plus complexes et les plus éprouvantes de toute son histoire moderne. L'homme qui a pris la relève était son vice-président, Nicolás Maduro, que Chavez avait désigné comme son successeur avant sa mort, déclarant publiquement « Si quelque chose devait m'arriver, élire Nicolás Maduro comme président ». Et ainsi, avec cette bénédiction politique, Maduro a pris le pouvoir au milieu d'un pays qui était sur le point de faire face à sa plus grande tempête à ce jour. De la prospérité à l'effondrement. Le Venezuela a bénéficié des prix élevés du pétrole pendant plus de 10 ans.
Mais cette dépendance comportait d'énormes risques. Lorsque les prix du pétrole ont chuté en 2014, l'économie vénézuélienne s'est effondrée comme un château de cartes. Le modèle économique, basé sur le contrôle des prix, les nationalisations, les subventions et une production nationale très faible, n'a pas pu résister à la baisse des revenus pétroliers. D'un moment à l'autre, le pays a commencé à faire face à une combinaison mortelle. Hyperinflation, pénurie de nourriture et de médicaments, crise des services de base, électricité, eau, transport et santé. Chute brutale de la production nationale. L'économie vénézuélienne s'est effondrée de façon historique. Les billets ont perdu leur valeur en quelques heures. L'achat d'une simple miche de pain pouvait coûter des millions de bolivars, et le lendemain, encore plus. Une crise politique profonde. Mais la crise n'était pas seulement économique, elle était également politique et institutionnelle. Les élections, les pouvoirs publics, la Cour suprême, l'Assemblée nationale, tout a commencé à devenir un champ de bataille entre le gouvernement Maduro et une opposition qui, de plus en plus virulente, accusait le gouvernement d'autoritarisme, de fraude électorale et de répression. En 2015, l'opposition a remporté les élections législatives avec une majorité historique. Mais le gouvernement, par l'intermédiaire de la Cour suprême de justice, a rapidement commencé à limiter les pouvoirs de l'Assemblée nationale. Cela a conduit à une fracture totale du système politique. En 2017, le gouvernement a convoqué une Assemblée nationale constituante, parallèlement à l'Assemblée légitimement élue, aggravant encore la crise institutionnelle. De nombreux pays à travers le monde ont cessé de reconnaître la légitimité du gouvernement Maduro. La vie quotidienne en crise. Pour les gens ordinaires, la vie est devenue un défi quotidien. Les longues files d'attente dans les supermarchés à la recherche de produits alimentaires de base. Le manque de médicaments a contraint des milliers de personnes à se faire soigner à l'étranger. Les pannes d'électricité constantes ont laissé des villes entières sans électricité pendant des jours. L'effondrement des transports publics, la détérioration des hôpitaux, des écoles et des services publics. De nombreux Vénézuéliens ont commencé à survivre grâce aux transferts de fonds envoyés par leurs proches qui avaient émigré à l'étranger. Une diaspora sans précédent. Dans ce contexte, l'un des phénomènes les plus marquants de l'histoire contemporaine de l'Amérique latine s'est produit. La migration massive des Vénézuéliens. Plus de 7 millions de Vénézuéliens ont quitté le pays à la recherche d'opportunités, de nourriture, de travail et de sécurité. Ils sont allés en Colombie, au Pérou, au Chili, en Équateur, au Brésil, en Argentine, en Espagne, aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. Les images sont devenues récurrentes. Des familles traversant la frontière à pied, portant des enfants, des valises et le peu qu'elles pouvaient emporter, confrontées à la faim, au danger et à l'incertitude de devoir recommencer à zéro dans des pays étrangers. Cette diaspora a non seulement changé la vie de ceux qui sont partis, mais aussi de ceux qui sont restés et des pays qui ont accueilli des millions de Vénézuéliens. Manifestations, répression et résistance. Entre 2014 et 2019, le Venezuela a connu l'une des plus grandes vagues de protestations de son histoire. Des millions de personnes sont descendues dans la rue pour exiger changement politique, solution à la crise économique, démocratie et liberté. Les manifestations furent massives, mais aussi sévèrement réprimées. Le recours à la force, les arrestations arbitraires et les violations des droits humains furent dénoncés par des organisations internationales telles que l'ONU, l'OEA et Amnesty International. La lutte internationale. La crise vénézuélienne a cessé d'être une simple affaire interne pour devenir un enjeu géopolitique mondial. Alors que des pays comme les États-Unis, l'Union européenne, le Canada, la Colombie et la plupart des pays d'Amérique latine ont ignoré le gouvernement Maduro et soutenu l'opposition, d'autres pays comme la Russie, la Chine, la Turquie et l'Iran ont soutenu le gouvernement chaviste en offrant un soutien économique, militaire et diplomatique. Les sanctions internationales ont commencé à faire de lourdes victimes, compliquant encore davantage la situation économique nationale. Adaptation, résistance et changement.
À partir de 2019, le gouvernement Maduro a commencé à mettre en œuvre certaines mesures d'assouplissement économique. Certains contrôles de prix ont été supprimés. La libre circulation du dollar était autorisée. Des entreprises privées, des épiceries et une sorte d'économie parallèle et informelle ont émergé, ce qui a partiellement atténué les pénuries, mais a également créé une société de plus en plus inégalitaire. Dans les grandes villes, une légère reprise a commencé à se faire sentir dans certains secteurs. Plus de magasins, de restaurants, de supermarchés avec des produits, mais pour ceux qui pouvaient tout payer en dollars. Pendant ce temps, la grande majorité continuait à vivre dans la pauvreté, avec des services publics effondrés et des salaires qui ne couvraient même pas les besoins les plus élémentaires. Et l'espoir? Malgré tout, le peuple vénézuélien a démontré une capacité impressionnante de résistance et de résilience. Les communautés se sont organisées. Les réseaux de soutien, la solidarité entre voisins et familles, et la recherche constante de solutions ont permis à la vie de continuer même au cœur de la crise la plus grave. Beaucoup rêvent de retourner dans le pays qu'ils ont quitté. D'autres rêvent d'un changement profond qui leur permettrait de reconstruire le Venezuela, autrefois terre d'opportunités et de progrès. L'histoire est toujours en train de s'écrire. L'histoire du Venezuela ne s'arrête pas là. C'est une histoire vivante et émouvante qui continue de s'écrire chaque jour grâce aux efforts de millions de Vénézuéliens à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Et si l'histoire de ce pays nous apprend quelque chose, c'est que même s'il y a des moments sombres, difficiles et douloureux, il y a toujours de la place pour l'espoir, la résilience et la renaissance. 15. Le Venezuela dans le monde d'aujourd'hui, entre défis, résistance et espoir. Et nous arrivons ainsi au présent, au Venezuela du XXIe siècle, une nation qui a tout vécu, la grandeur de ses premières civilisations indigènes, la violence de la conquête, le courage de l'indépendance, les hauts et les bas de la vie républicaine, le boom pétrolier, les promesses de la révolution bolivarienne. Et aussi la crise la plus difficile de toute son histoire moderne. Mais le Venezuela, c'est bien plus que ses problèmes. C'est son peuple, c'est sa résilience, c'est son espoir. C'est la volonté inébranlable d'un peuple qui, à maintes reprises, a démontré que tomber n'est pas abandonner, que trébucher n'est pas rester à terre, et qu'on peut toujours recommencer. Où se trouve le Venezuela aujourd'hui ? Aujourd'hui, le Venezuela est un pays qui vit un présent complexe, plein de contrastes. D'un côté, elle continue de faire face à d'énormes défis. Une crise économique qui frappe encore les poches de millions de personnes. Des services publics détériorés, avec des pannes constantes d'électricité, d'eau et de transport. Une migration massive qui a vidé les villes, les quartiers et les cités, laissant de profondes cicatrices sur la vie sociale et familiale. En revanche, une reprise partielle commence à se faire sentir, du moins dans les principaux centres urbains. Grâce à la dollarisation informelle, à l'émergence d'entreprises privées et aux efforts des entrepreneurs, certains secteurs de l'économie ont recommencé à se développer. Des restaurants pleins, des centres commerciaux animés, de nouveaux magasins, des événements culturels et des concerts qui étaient impensables il y a quelques années seulement, au milieu de la crise la plus grave. Un pays de contraste. Mais ne vous y trompez pas, ces changements n'affectent pas tout le monde de la même manière. Alors qu'à Caracas ou à Maracaibo, certains profitent des cafés modernes et des épiceries qui servent des produits importés dans de nombreuses zones rurales et quartiers populaires, les pénuries, la pauvreté, les hôpitaux manquant de fournitures et les écoles qui peinent à rester ouvertes persistent. La fracture sociale est devenue plus visible que jamais. Un Venezuela qui survit, qui résiste, et un autre qui tente de s'adapter au nouvel ordre économique, même si tout le monde n'a pas les mêmes opportunités. L'empreinte de la migration. La diaspora vénézuélienne continue de croître. Plus de 7 millions de Vénézuéliens vivent désormais hors de leur pays. Mais si vous pensez qu'ils ont abandonné, vous vous trompez lourdement. Ce sont des médecins qui soignent en Colombie. Ce sont des ingénieurs qui construisent au Pérou.
Ce sont des entrepreneurs qui ouvrent des restaurants au Chili. Ce sont des artistes qui remplissent les théâtres en Argentine. Ce sont des jeunes qui étudient et travaillent en Espagne, aux États-Unis, au Brésil ou au Mexique. Et même s'ils sont loin, le Venezuela vit avec eux dans son accent, ses traditions, sa nourriture, ses souvenirs, et surtout dans le désir inébranlable de revenir un jour et de voir leur patrie renaître. Et l'avenir ? Le Venezuela est un pays qui, malgré tout, n'a pas perdu quelque chose d'essentiel: l'espoir. Tout au long de son histoire, ce peuple a été confronté à des ennemis extérieurs, à des crises internes, à des dictatures, à des guerres, à des trahisons, à des seigneurs de guerre, à des invasions, à des catastrophes naturelles et à des crises économiques. Et pourtant, le voici. Parce que l'âme du Venezuela n'est pas dans son pétrole, mais dans son peuple. C'est dans le sourire de l'enfant qui court pieds nus dans une ville. C'est la grand-mère qui continue à préparer des arepas tous les matins, même si tout manque. C'est dans le jeune que réside l'espoir que, lorsque le changement viendra, il sera prêt à construire un pays meilleur. Une leçon pour le monde. L'histoire du Venezuela est une leçon universelle. Qu'aucun empire n'est éternel. Qu'aucun peuple ne soit condamné pour toujours. Que la liberté, la justice et la dignité ne sont pas des cadeaux. Ce sont des réalisations qui sont défendues, pour lesquelles on se bat et qu'on construit chaque jour. La fin qui n'est pas une fin. Ainsi, chers spectateurs, nous avons parcouru ensemble plus de 500 ans d'histoire. Des premiers peuples autochtones à la conquête, en passant par l'indépendance, la République, le pétrole, les révolutions, les crises, les migrations, jusqu'à aujourd'hui. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Car tant qu'il y aura un Vénézuélien prêt à se lever chaque matin, l'histoire continue. Tant qu'il y a un enfant qui rêve d'un avenir meilleur, l'histoire continue. Tant qu'il y aura un cœur qui battra pour cette terre, le Venezuela ne se rendra jamais. L'histoire du Venezuela nous enseigne que les peuples, aussi meurtris soient-ils, trouvent toujours un moyen de résister, de se relever et de rêver à nouveau. Et telle est l'histoire du Venezuela. Un pays tombé, blessé, qui a pleuré, mais qui n'a jamais capitulé. Car si notre histoire nous enseigne une chose, c'est que nous avons vaincu des empires, brisé des chaînes, et que nous avons toujours trouvé le moyen de nous relever. Aujourd'hui, les blessures sont peut-être profondes, mais la solution reste la même qu'hier: comprendre d'où nous venons, se souvenir de ce dont nous sommes faits, et ne jamais oublier que le Venezuela a toujours été et sera toujours une terre de résistance, d'espoir et de liberté. Car si nous avons pu le faire avant, nous pouvons le faire maintenant. Et maintenant, j'aimerais savoir, qu'avez-vous pensé de ce voyage à travers l'histoire du Venezuela? Je lirai vos commentaires. Dites-moi ce qui vous a le plus marqué, ce qui vous a le plus ému, ou ce que vous ignoriez. En commentant, en aimant et en vous abonnant, vous soutenez non seulement cette chaîne, mais vous contribuez aussi à ce que cette vidéo touche davantage de personnes pour que notre histoire perdure, soit connue, partagée et jamais oubliée. Merci d'être là et à bientôt pour la prochaine vidéo.